Ok, après 6 minutes d'intenses difficultés sur Facebook, nous y sommes arrivés. Alors, je vais inviter Laure sur Instagram. Alors, C'est bon, je suis là. il faut que j'arrive à te trouver, bien sûr, parce que sinon, c'est... Ah, ça y est, je te vois. Je fais une Attends. demande. Oui, merci. Je crois que c'est ça. Tu dois me faire une demande. C'est bon. Est-ce que ça va fonctionner? Parce que si vous saviez les difficultés qu'on vient d'avoir, hein. Magique. Magique, magnifique. Il y a coupe une des deux sources de son. C'est bon. Ouais. Est-ce que c'est bon? Ouais, C'est bon. c'est bon. Oui, c'est bon. Moi, c'est pareil, j'ai coupé aussi. Oui, bah en une des fait, deux il faut que sources. je laisse Faut que le je laisse le téléphone téléphone allumé. Oui, il vaut mieux. Bon, Le son du téléphone. bon, désolé, hein, on rigole beaucoup, mais je vous jure, ça fait 6 minutes qu'on se regarde dans le blanc des yeux, on se parle par langage des signes. On a tenté, mais c'était difficile. Oh, ouais, merci Laure pour ce live qu'on avait envie de faire depuis un moment. On avait déjà fait un premier galop avec dans les groupes privés. Rigole pas trop. C'était pour te détendre. On avait déjà fait des petits lives, mais dans des groupes privés qu'on administre chacune de notre côté. Et voilà, donc toi, aujourd'hui, tu vas nous parler de la grossesse molaire. Et la première question que je vais te poser, c'est celle que tout le monde m'a posée en voyant l'annonce du live, c'est quoi une grossesse molaire? Oui, bon bah, je pense que si on pose la question, c'est parce qu'on ne connaît pas déjà. Je pense que peut-être qu'on a entendu ce terme un peu comme ça, par hasard. Ça fait souvent par hasard, parce que la majorité des femmes qui ont appris une grossesse molaire n'ont jamais eu connaissance de ce terme-là déjà, d'une part. En fait, la grossesse molaire, c'est une fausse couche, on va dire une forme de fausse couche dont on parle très très peu. On entend parler de fausses couches à cause d'une anomalie utérine, à cause d'une anomalie chromosomique. Voilà. Donc là, ça fait partie aussi un peu d'une anomalie chromosomique finalement. Oui, mais c'est quand même particulier, quoi. C'est assez particulier, puisque en fait, ça se passe certainement durant la grossesse, ou même c'est issu aussi après. Je vais reprendre tout au départ. Donc la grossesse molaire, en fait, elle fait partie des maladies trophoblastiques. Ces maladies trophoblastiques ont plusieurs maladies. C'est les maladies trophoblastiques, dont il y a la grossesse molaire. Et la grossesse molaire, comme je disais, c'est une forme de fausse couche dont on parle peu. C'est une anomalie en fait au niveau de la fécondation qui fait que le placenta va se dégénérer en fait anormalement. Il va se développer et cette grossesse malheureusement ne va pas être menée à terme. Donc ça forme, comme on entend le dire souvent, une grappe de raisin. Ça ressemble à une multitude de kystes en fait, si vous voulez, à l'échographie. Donc il y a plusieurs grossesses molaires. Il y a les molles hydatiformes partielles où on peut retrouver un petit embryon. Donc on peut voir un petit embryon qui peut se développer sur quelques jours, quelques semaines, parfois quelques mois. Mais malheureusement, il a très très peu de chances de survie. Donc il y a toujours cet aspect-là où le placenta il se développe pas normalement et voilà, il prend beaucoup d'ampleur en fait dans l'utérus.
Et on a aussi donc dans la grossesse molaire le mode d'extrême complète où là le placenta se développe vraiment voilà énormément et il n'y a pas d'embryon. Par contre dans la grossesse molaire complète, mode d'extrême complète, il n'y a pas d'embryon. Donc en fait on entend souvent dire que ce sont des tumeurs précancéreuses aussi. Voilà pourquoi. Il y a toute une surveillance à avoir après. Quand on nous annonce ce diagnostic-là, lors de la grossesse molaire, donc forcément on s'attend pas à ça, on nous dise que c'est une tumeur, mais en fait on s'attend pas non plus à nous dire que derrière il y a toute une surveillance sur les hormones des bêta-HCG à surveiller parce qu'il y a un petit risque, il y a un risque de malignité en fait. Donc, ce placenta-là, chez environ 15% des personnes qui ont fait des grossesses molaires complètes, ce placenta, il va rester en fait, il va y avoir des résidus de tissus qui vont rester après le curetage, après l'évacuation. Et le placenta, il va se proliférer en fait et devenir invasif. Ce qui va devenir ça va devenir une tumeur trophoblastique, donc soit molle invasive, choriocarcinome ou tumeur trophoblastique autre en fait. Donc à la base, tu es enceinte et tu penses attendre un bébé et en fait on t'annonce, on te parle de tumeur, on te parle voilà de, enfin voilà, c'est des mots qui, je veux dire, qui sont hyper importants. Tu comprends très vite. Est-ce qu'on comprend très vite qu'il y a un suivi particulier? Est-ce que ça se met en place petit à petit? Comment ça se passe? Bah, en fait, si le personnel, le praticien est bien informé, il t'explique. Et parfois, il y a peu d'informations. Les praticiens, normalement, ils ont leur formation, donc ils connaissent ce que c'est les grossesses molaires, les maladies trophoblastiques. Après, il faut savoir aussi être informé sur toute la conduite à tenir quand malheureusement ça arrive. Et ça, c'est pas toujours... Laure, je t'ai perdu. Ah non. Ah non. C'est pas vrai. Voilà. Les bugs s'enchaînent. Où étais-tu? C'est bon ou pas? Oui, t'es revenu. Ah non, c'est bon quoi. Non, puis en plus, on a une longue histoire de gros bugs en live ensemble. C'est dingue. Hein. Du coup, oui, les praticiens, ils connaissent dans leur pratique ces maladies trophoblastiques, ces grossesses molaires. C'est quand même quelque chose qu'ils rencontrent très peu en fait durant leur carrière. Bien souvent, on entend les médecins dire, vous êtes la première, ou alors j'ai déjà vu une femme qui a eu un bilan de ça en fait. Les maladies trophoblastiques, en fait, ça concerne une grossesse sur 1000 en France. Chaque année, c'est peu. Je sais pas ce qui s'est passé. Ça va continuer. Ah non, je sais, c'est bon. Ça y est. Vas-y, continue. Je sais, c'est bon, c'est bon. J'ai réglé le problème. Du coup, oui, ce sont des grossesses, les grossesses molaires, c'est quelque chose de très rare et dont on parle très peu. Et donc, quand on est dans ça, c'est quand même toute une montagne de questionnements qui arrivent parce que on n'a jamais entendu ce terme-là en fait finalement. Et puis, et toi justement, comment tu as connu ce terme? Est-ce que tu veux nous expliquer un petit peu ton parcours et ton cheminement pour celles qui ne te connaissent pas encore? Alors moi, c'est ma première grossesse molaire, c'était en 2010. J'avais déjà fait en fait une première fausse couche en février et là j'étais tombée enceinte une deuxième fois au mois de juillet. Donc déjà au niveau des symptômes, bon, c'était pas comme la première grossesse en fait. Je me sentais plus fatiguée, plus nauséeuse. J'avais un début vraiment de tomate alors qu'on était en plein été et je pouvais plus voir une tomate en peinture quoi. J'étais vraiment nauséeuse, des douleurs abdos, quelque chose pas habituel je pense, hein, puisque
j'ai pas connu avant non plus une grossesse à terme, donc je vais pas non plus dire. Voilà, je pense avoir eu des contractions aussi. Ça me prenait dans le bas du ventre, dans les jambes, dans le bas du dos. Souvent des tics. Je sentais au fond de moi qu'il y avait quelque chose qui m'allait. Et en fait, les prises de sang, comme quand on est enceinte, on fait des prises de sang, on regarde l'évolution. L'évolution se fait, mais c'est un peu anormal. Ça double pas non plus. Alors, j'ai des nausées, je suis pas bien, voilà. Mais ça double pas. Les hormones ne doublent pas. Donc, à la première échographie, quand on arrive, voilà, le radiologue me dit la grossesse elle est pas évolutive. On a l'impression de voir un petit embryon, mais on n'est pas très sûr. Ça correspond pas vraiment à la date de conception. Voilà. C'est tout. J'étais dans un cabinet privé, voilà. Enfin, pas plus, ça rien d'autre. Voilà, c'est un cabinet privé, un radiologue, voilà, c'est tout. Débrouille-toi avec ça, finalement, ta grossesse, elle est pas évolutive, et voilà. Et du coup, je suis ressortie de là, et je me dis, mais qu'est-ce que je fais, en fait? Moi, je suis pas bien, j'ai quand même des douleurs, mais c'est vraiment mal. Beaucoup nausées, et puis maintenant, ça. Qu'est-ce que je fais? Donc, j'ai pris rendez-vous du coup pour un autre avis avec une échographie, là, vraiment échographe, au top du top, vraiment la dame qui suit les grossesses, quoi. Mais elle faisait juste pour les échographies, cette femme-là. Les échographies de grossesse. Et puis là, en fait, donc, c'était quoi? Quelques même plus tard, en fait. J'ai attendu une semaine plus tard, donc je savais qu'il n'y avait pas d'évolution, et j'attendais quoi, voilà. Et là, me dit, en fait, je suis désolée, ça a un aspect, au niveau de l'échographie, ça a un aspect de molydatiforme. Alors, elle me dit, allez aux urgences gynécologiques, et puis voyez avec un gynécologue. Elle t'explique déjà à ce moment-là ce que c'est, ce que ça veut dire, ce que ça. Elle me dit quand même que c'est une grossesse anormale, qui n'est pas évolutive, et qu'il y a besoin, en fait, quand c'est comme ça, d'une aspiration, un curetage, quoi, tout de suite, en urgence, quoi. Mais pas plus non plus, hein, finalement, voilà. Du coup, je vais aux urgences gynécologiques, et puis aux urgences gynécologiques, le gynécologue me reçoit, il regarde, oui, d'accord, oui, bon. Un peu dans le flou aussi, le gynécologue, il me dit, oui, c'est ça, ça a l'air d'être ça, mais j'ai pas plus d'informations non plus. Il me dit, bon, on prévoit votre aspiration dans 2 jours, comme ça, je sais plus exactement. Bon, sans plus. Donc, je repars avec tout un tas de questions, et je me dis, non, c'est une molydatiforme, je ne dis pas plus, qu'est-ce que c'est? Enfin, voilà. Tu étais complètement livrée à toi-même, quoi, avec cette. Ouais, parce que pas plus d'informations, et puis j'avais même pas l'impression qu'il prenait ça, enfin, je sais pas, au sérieux, quoi, le gynécologue, plus ou moins, tu sais, c'est bizarre, quoi. C'était, vu que c'était en urgence gynécologique, il regarde, paf, bon, ok, allez, aspiration, quoi, tu sais, c'est tout, merci, au revoir, madame, ça me fait un petit peu et du coup, voilà, l'aspiration, elle est programmée. Et donc, en sortant du cabinet, forcément, qu'est-ce qu'on fait? La première chose qu'on fait, on ne connaît pas. Voilà. Google. Et du coup, ce qui était bien, c'est que je suis tombée directement sur le centre de Lyon. Donc, le centre de Lyon, c'est le centre de référence des maladies dysplastique, c'est un centre de référence et de recherche en même temps sur ces maladies-là. Et donc, eux, ils expliquent dans leur site, en fait, vous avez un côté patient, un côté médecin, et dans le côté patient, ils t'expliquent tout. Et toute la conduite à tenir. Et donc, voilà, du coup, je me suis informée en fait comme ça, ce que c'était, la conduite à tenir, qu'est-ce que je vais avoir, en fait, après cette aspiration-là, qu'est-ce qui m'attend.
Donc, sous l'aspiration arrive, j'en sais pas plus. Le produit Le produit d'aspiration, d'aspiration, il part en analyse. et 15 jours, 3 3 semaines après, on voilà, je retourne chez je retourne le chez docteur, le docteur, chez le chez le gynécologue pour le suivi suivi après après aspiration. lui qui me confirme Donc, bien il que me c'est une confirme bien que c'est une validation. validatiforme. Et c'est là que Et moi, c'est là je que lui moi, apporte je lui apporte en fait mes données. je lui dis, Je en lui fait, dis, en sur fait, sur le site, j'ai vu ça, 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 et et il faut faire ça, 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 ça. Donc, il faut Donc, il faut référencer, référencer. vous Vous connaissez le de centre Lyon? de Lyon? Alors, Alors, bref. bon, bref. Il me dit, en fait, madame, vous en savez vous en beaucoup savez plus que moi. plus que moi. Bon, Ah la Bon, vache. bah, je lui ai tout donné, en fait, je lui ai dit, en fait, il faut prendre contact avec le centre de Lyon pour faire une relecture, parce que le centre de Lyon, du coup, voilà, on a une grossesse molaire, donc il y a il y a l'aspiration, l'aspiration, une une première première analyse par l'hôpital, et et après, après, votre gynécologue doit lui faire vous faire référencer en fait au centre de Lyon pour qu'eux ils puissent confirmer ou non confirmer qu'il s'agit bien d'une grossesse qu'il s'agit bien d'une grossesse molaire ou pas. D'accord. C'est sûr. Donc, c'est sûr. Eux, après, suivent aussi la suivent surveillance aussi du bêta CG, la décroissance, tout ça. En même temps, ça leur sert de base aussi d'analyse, de données pour la recherche, tout ça. D'accord. Donc, du coup, il y a eu une deuxième relecture et Lyon, en fait, bien confirmé cette grossesse molaire complète. Moi, voyez le courrier comme quoi j'étais bien référencée chez eux. Il fallait suivre un protocole, en fait, au niveau de la décroissance des bêta CG. Il fallait faire une surveillance de toutes les semaines jusqu'à négativation du taux. Il fallait que je fasse une prise de sang toutes les semaines jusqu'à négativation du taux de bêta CG. Donc ça, déjà, ça peut être assez long et contraignant. C'est ça. Donc, toutes les semaines, tu es obligé d'aller au laboratoire. Jusque que ton taux soit en dessous du seuil de référence du laboratoire. Puis après, là, pour la grossesse molaire complète, pour la molidatiforme complète, c'est une fois que c'est négatif, c'est une fois par mois de suivi, de surveillance. Voilà. Et pendant ce moment-là, ce délai-là, bon, bah, forcément, il faut faire attention. Parce qu'il existe quand même en fait, ce petit risque que d'un coup, les bêta CG remontent. Donc, c'est pour ça qu'on a cette surveillance-là, parce que qui sera le signe d'une possible malignité, c'est ça, si j'ai bien compris? Voilà. C'est le signe d'une possible, comme tu dis, une tumeur, en fait, qui fait son apparition, qui le bêta accroissent sur 3 prises de sang de suite, accroissent ou stagnent pendant 4 fois aussi. Ça peut être le signe d'une tumeur. Et ça, c'est chez 20% de femmes qui ont moins de 20% de femmes qui ont eu une grossesse molaire complète. Partielle, pour les femmes qui ont une grossesse molaire partielle, c'est différent. Et c'est très peu. C'est en dessous de 0,5% de chances qu'il y ait cet aspect-là de tumeur trophoblastique après, quand même. Il y a le même suivi, malgré tout? Il y a ce suivi-là quand même, non? Alors, au niveau de la grossesse, pour la molidatiforme partielle, c'est un autre suivi. Les prises de sang sont moins longues. En fait, donc, tu fais toujours ta prise de sang par semaine jusqu'à négativation de ton taux. Mais après, c'est 3 à 4 prises de sang encore hebdomadaires. Et après, t'as terminé, t'as le feu vert des médecins pour dire c'est bon, là, on arrête la surveillance. Puis si vous avez envie de retenter une grossesse, vous pouvez. D'accord. Et à la suite de cette expérience-là, est-ce que tu as pu retomber enceinte facilement, du coup? Alors, du coup, on s'est donné un petit peu de temps, en fait, avec mon mari. Parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas encore trop il n'y avait pas les mêmes délais de surveillance non plus. Ils ont changé entre-temps en 2013, il me semble. Et du coup, on s'était donné à peu près 1 an, en fait, presque un an pour retenter une grossesse. Voilà. Bon, je suis retombée enceinte et direct, j'ai senti que ça n'allait pas. Donc, est-ce qu'on a, je sais pas, un 6e sens, j'en sais rien. Je sais pas comment dire, mais je me suis dit, j'ai exactement les mêmes nausées, exactement les mêmes douleurs. Ma prise de sang, c'est pareil, ça n'évolue pas, ça ne double pas ni rien. Je dis,
Voilà. J'attends l'échographie, mais je me fais pas d'illusions, en fait. Et puis, l'échographiste, elle me dit, je suis désolée, madame, mais c'est encore une grossesse molaire. C'est encore une validatif. Je suis désolée. Elle n'a pas les mots. Quoi. Donc, voilà, rebelote. Même chirurgien, lui redit ça, on fait des contrôles. Même au contrôle, il regarde, mais il voit pas très bien. Vous l'avez peut-être perdu. Vous voyez pas trop l'aspect non plus. Voilà. Mais heureusement que j'avais l'échographiste qui était un peu plus spécialisé, on va dire, qui avait peut-être plus un matériel adapté qui avait plus une netteté aussi dans l'image. J'avais l'impression que le gynécologue qui m'avait fait l'image n'est pas très nette en fait. Des fois, ils n'ont pas forcément des en effet, des fois, ils n'ont pas des outils de dernière technologie, ça dépend en effet. Ouais, du coup, voilà. On est reparti pour l'aspiration, tout ça, même parcours, même surveillance. Voilà. Du coup, j'ai fait une première récidive. Ce qui est très rare. Ça n'arrive. Et là, ils se disent pas que tu as besoin d'un suivi particulier, d'examen particulier. C'est pas ça. Parce que quand tu fais une grossesse, une validation complète, voilà. Une validation, c'est une grossesse sur 1000 en France. Là, quand on a déjà fait une validation complète, après, ça diminue à 1%. Donc, moins de 1% de chance de faire une récidive, ce qui est très rare quand même. Oui, 1% de chance. Mais ça arrive. Voilà. Et il y a des femmes qui font 2 grossesses molaires, qui ont plein de bébés. Après, il n'y a pas de souci. Donc, à ce moment-là, ils ne posent rien du tout. Juste la surveillance comme la première fois. Et voilà. Donc, on me redonne le feu vert pour une nouvelle grossesse. Donc, on attend encore un an. Voilà. Et un an plus tard, je retombe enceinte. Et puis, c'est encore les mêmes symptômes. Exactement. Le même scénario qui recommence. Exactement le même scénario. Ouais. Les mêmes douleurs, les mêmes nausées. Tout trouve du bon. Voilà. C'est ça. Et puis, effectivement, à l'échographiste, elle me dit même pas. En fait, c'est moi qui lui dis, je vois devant l'écran et je vois en fait, bien la boule que ça fait, en fait. Je lui dis, alors, on a encore une. Elle me dit, oui, je suis désolée. Elle me parle même pas, elle me parle même pas, elle est vraiment désolée. Et on repart, elle me dit, mais non, laissez tomber, réglez rien, partez, quoi. Voilà. Je pense qu'elle était complètement dépitée, en fait, pour nous, quoi, parce qu'elle avait jamais vu ça, en fait. Donc voilà, on est reparti encore par tout ça, par surveillance. Et puis, là, à un moment donné, on se pose quand même la question, c'est pas normal. Là, on se pose la question de médecin aussi, puis finalement, ça a été très vite. On dit là, effectivement, il y a quelque chose. Et dans ce quelque chose, en fait, on explique que chez certaines familles, on peut retrouver une mutation génétique qui fait que vous êtes en train de faire, vous faites des récidives, en fait, de validation. Donc, est-ce que vous acceptez de faire une recherche génétique? Et puis, tout de suite, on me dit aussi, mais si vous avez cette mutation, il y a quand même une possibilité pour vous de devenir maman. Donc, en fait, on te ferme pas la porte, on te dit, il y a une possibilité. On la sait pas, on la connaît pas, mais on peut essayer. La possibilité, c'est la PMA. Ils me disent, peut-être que ça va être un bon site qui pourrait devenir parent. D'accord. Du coup, en fait, voilà. Tout plus ou moins s'enchaîne. En fait, le médecin bio, il rentre en contact avec la PMA à côté de chez nous, ils se mettent en relation. Je fais mon test génétique à la PMA à côté de chez nous. Ça part à Montpellier.
6 mois après, le professeur de la PMA me téléphone pour me dire malheureusement, oui, effectivement, vous avez la mutation du GNNLRP7, vous avez très peu de chance pour devenir maman naturellement finalement. Et donc, on vous propose la PMA avec un bon d'ovocytes et avec notre souhait à nous, c'est de devenir parents. Et finalement, moi, quand je l'ai eu au téléphone, j'ai dit, allez, on fonce, quoi. On fonce, faut tester, enfin, voilà, quoi. Je pense que c'est faisable. C'est faisable, je tombe. Donc voilà, on est parti après en PMA. Donc, sachant que toi, ce parcours-là, c'est vraiment, toi, tu vis un parcours du combattant à ce moment-là, mais la plupart des molidatiformes, ça s'arrête vraiment à un événement, et ensuite, la plupart des femmes ont d'autres enfants sans problème, ou ont eu d'autres enfants avant sans problème, quoi. Et donc, je suis vraiment quelque chose, une personne à part, parce qu'on est très peu en France, on doit être, allez, 5, 6, 7 femmes qui ont la mutation, et puis il y a certaines qui ont la mutation et qui arrivent à avoir quand même des enfants, donc on est vraiment très différentes. Voilà. Même dans toutes les maladies trophoblastiques, finalement, on est très différentes. Quand on a une molidatiforme complète ou partielle, en fait, on est toutes différentes, on a des symptômes différents. Enfin, voilà, c'est assez complexe. Mhm. Donc toi, par contre, toi, oui, donc tu es arrivé jusqu'au parcours PMA pour réussir à avoir ta petite fille, du coup. Oui. Ouais. Donc, ça a fonctionné à la première fille en 2015, donc avec un don d'ovocytes. Et maintenant, on a eu ma petite fille depuis, en août 2016. Donc, voilà. Donc, c'est possible. Et à la suite de ça, est-ce que tu as cherché à être en contact avec d'autres personnes qui avaient vécu ce genre d'expérience? Ça se fait naturellement, le contact avec d'autres personnes. Donc, déjà, quand tu arrives, quand on te dit molidatiforme, tu cherches sur Google. Donc, comme j'ai expliqué tout à l'heure, je suis arrivée sur le site internet du centre de Lyon. Et sur ce site, il y a un forum. Donc, en fait, sur le forum, tu peux venir témoigner, tu peux poser des questions. Et, donc, entre femmes, on peut communiquer, on peut se parler. Donc, on a commencé comme ça, à se rencontrer virtuellement, plus ou moins. Et après, on a basculé il y a d'autres femmes qui ont créé un groupe Facebook. On a basculé sur le groupe Facebook en plus, le groupe Facebook privé, pour pouvoir échanger plus facilement. Ça, c'est des infos que j'essaierai de mettre dans le post, que ce soit sur Instagram ou sur Facebook. J'essaierai de les rajouter après. Donc, le nom de ton groupe, le centre de référence de Lyon aussi, pour que les personnes qui se sentent concernées ou qui ont envie de s'informer sur ce sujet-là, je pense aux professionnels peut-être qui lisent, qui écoutent, qui puissent trouver voilà. Oui, bien sûr. Oui, c'est important. Donc voilà, donc on a commencé à communiquer en fait sur ce groupe-là, à s'accompagner, à se soutenir. Et puis en fait, on se sent on se sent accompagné, quoi. On se sent solidaire, on se sent comprise, surtout aussi, et pas seule, quoi. Parce que en fait, quand on te dit ça, bah, t'as l'impression que quand tu vois c'est une grossesse terminée en France, tu te dis oula, enfin, c'est quelque chose de rare. Même les médecins peuvent te dire c'est très rare, on en voit pratiquement personne, quoi, durant notre carrière. Donc tu te dis qu'est-ce que j'ai eu là, qu'est-ce que j'ai fait aussi pour avoir une grossesse pareille, enfin même grossesse molaire, c'est bizarre comme terme, grossesse molaire. Enfin bon, c'est particulier, quoi, comme terme. Il y a de la culpabilité. Il y a Ouais, il y a aussi quand on a tous une part, on se dit mais qu'est-ce qu'on a fait pour avoir moi cette partie-là, en fait, finalement, qu'est-ce qui a fait que ça a changé, que ça n'a pas été à un moment donné, voilà, que notre enfant n'a pas vécu, que la grossesse s'est arrêtée, que son cœur s'est arrêté, que voilà. Et qu'est-ce qui se passe aussi dans la tête par rapport, alors je parle de toi, mais je parle aussi en général des femmes que tu as côtoyées sur ce sujet, quand tu penses en effet enfin, qu'est-ce qui se passe au niveau psychique quand tu te dis, ben, ah, je suis enceinte, je vais avoir un bébé, tout ça, et que petit à petit, en effet, tu es en train de virer un peu
une espèce de cauchemar où ce que tu attendais, tu peux même plus te projeter avec un enfant plus tard parce que finalement on te parle d'une tumeur. Enfin, qu'est-ce qui se passe en fait dans la tête des femmes qui ont vécu ça comme toi de manière générale? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qui vous traverse à ce moment-là? Je pense que c'est un catastrophe, non? C'est fou, tu fais face à quelque chose que déjà tu connais pas et que tu te projeter dans ta grossesse. C'est comme la fausse couche finalement, mais du coup derrière. Oui, mais la fausse couche, tu gardes quand même en idée l'idée que ça aurait pu être un bébé. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, c'est ça. Alors que justement, ce que je cherche à te faire ça, enfin à te faire parler de ça, mais peut-être que je sais pas si tu as les mots pour expliquer ça parce que c'est tellement compliqué, j'imagine. Dans les faits, qu'est-ce qui se passe donc quand on passe de je devais avoir un bébé à en fait je porte une tumeur et ce bébé que j'avais projeté en fait n'existe plus. Tu vois ce que je veux dire? On se dit qu'en fait on porte la mort au lieu de porter la vie, tout simplement. Ouais. C'est dur quoi. Enfin, je sais même pas, ouais, comme tu dis, j'ai pas les mots parce que, enfin, c'est impensable en fait. C'est pas pensable parce que déjà on connaît pas en fait. Est-ce que si on connaît, enfin, on aurait connaissance de cette maladie-là, de ces maladies-là, peut-être qu'on serait mieux armé à affronter un tel diagnostic. Mais là, quand on connaît pas ça, on se dit que, je sais pas, c'est impensable quoi. Tu peux pas te dire que ta grossesse en fait, elle va devenir c'est pas un bébé que tu portais, c'est autre chose, ou alors que ton bébé, on va dire, malheureusement, il n'a pas survécu à cause de ce qu'il y avait à côté, quoi, à cause de cette tumeur qu'il y avait à côté, le placenta qui se développait normalement. Enfin, t'arrives pas à, je sais pas, t'arrives pas à te, c'est compliqué, quoi. Ouais, je te dis, c'est tu portes la mort au lieu de porter la vie, quoi, finalement, je sais pas. Après, je sais pas s'il y a des personnes qui sont sur les réseaux et qui en parler, ouais, mais leur ressenti. On a déjà eu une réaction au tout début et la personne nous dit qu'elle connaît de par sa profession, Christelle, mais elle dit aussi qu'après ça devient une épée de Damoclès pour les grossesses suivantes. Est-ce qu'il y a une surveillance du coup particulière pour les autres grossesses derrière, toutes les autres grossesses derrière? Finalement, une fois qu'on a eu ça, même s'il y a très très peu de chances de récidive, je crois qu'on n'oublie jamais, on a toujours ça au-dessus de notre tête, et si on y pense à chaque grossesse, chaque nouvelle grossesse, on a toujours cette angoisse que ça revienne, que ça apparaisse. Je crois qu'on est soulagé vraiment une seule fois où on voit l'échographie, où l'embryon, le fœtus se développe, et que le cœur il bat et que tout va bien, quoi. C'est vraiment à ce moment-là où ça peut être un peu libérateur, quoi. Après, il n'y a pas forcément de surveillance particulière à avoir parce que c'est pas marqué dans le protocole dire voilà, vous avez une grossesse molaire, du coup après vos grossesses prochaines elles vont être hyper médicalisées, non pas du tout. Je pense que c'est au bon vouloir aussi du professionnel. Il faut aussi juge aussi, par rapport aussi, ça peut rassurer aussi les femmes d'avoir une échographie plus précoce, plus précocement, voilà, une surveillance des bêta-activistes, si ça peut rassurer aussi, si ça enlève de l'angoisse aussi, ça peut être bien. Après, ce que j'ai eu, c'est très très rare. Hein, voilà. Donc, c'est pas ça que je vais pas trop en parler. Voilà, non. Oui, tu as bien dit. Une grossesse sur 1000 et une récidive sur 100. Donc, en effet, on est vraiment sur des... Quand c'est une grossesse molaire, quand c'est une mode de forme complète, voilà, moins de 1%, ouais, donc, de chance. Donc, voilà, vraiment. Voilà. Mais c'est vrai que de toute manière, on aura beau dire ça, qu'on y pensera, je crois qu'une fois qu'on a été impacté par un tel bouleversement que à chaque grossesse, on y pense, quoi. À chaque grossesse, on y pense. Bien sûr. Et comme on disait, c'est vraiment à l'échographie, on se sent quand même plus ou moins soulagé. De toute façon, on vous dit, hein. C'est l'échographie qui permet de dire les choses finalement, en fait. Permet de dire, ça va bien,
vous inquiétez pas, votre grossesse, elle a évolue normalement, il n'y a pas de problème. Voilà. D'accord. Et comment tu en es arrivé du coup à la création de ton association? Et si tu veux en parler, dire un petit peu, mais voilà, quels sont tes buts, ses objectifs, qu'est-ce que tu proposes, parce que Alors, du coup, c'est vraiment chouette ce que tu fais. Et, c'est pour ça aussi que je t'interviewe parce que j'ai vraiment envie que les gens sachent que ça existe parce qu'il faut voilà qu'il y ait ce genre de mouvement. oui, c'est tellement méconnu que dans les livres même, dans les livres, on en parle peu. Enfin, voilà. Faudrait que la grossesse molaire, les maladies trophoblastiques, qu'elles soient plus incluses en fait on va dire dans toutes les fausses couches. En fait, les fausses couches, elles sont multiples, donc voilà. Pourquoi on n'en parle pas, je sais pas. Mais, on a besoin d'informations, même si c'est rare en fait. Certes, c'est rare, donc peut-être que ça fait peur, mais bon, voilà. Malheureusement, ça arrive, il faut en parler, il faut que nous, on soit informés. Et bien, nous, on sera armés à affronter ce diagnostic-là. On aura déjà le terme dans notre tête, on pourra déjà dire, ah bah tiens, malheureusement, j'ai ça, mais après, il y a de l'espoir, après toute la surveillance, ça va être long, mais après, il y a de l'espoir revient, l'espoir renaît, et voilà, on peut tourner la page, voilà. On crée une nouvelle histoire, en fait. Et, oui, il faut en parler. Donc, du coup, en fin 2018, on a créé l'association ASMT, c'est l'association contre les maladies trophoblastiques avec un groupe de femmes, quand même, beaucoup de femmes étaient quand même mobilisées pour créer cette association-là. Et, oui, parce qu'il y a un manque d'information. Il y a un manque d'information, et puis on est toutes démunies quand on avait fait un questionnaire, en fait, sur les 50 personnes qui nous avaient répondu, sur les 50 personnes qui ont été concernées par une maladie trophoblastique, aucune m'a dit qu'ils connaissaient en fait avant que ça leur arrive. C'est qu'à un moment donné, il manque d'informations, donc c'est aussi notre but, c'est d'informer, sensibiliser autour de nous en fait sur ces maladies, et puis savoir que ces femmes, elles s'écoutent, même les proches aussi, qui accompagnent aussi ces femmes, ces couples aussi dans ces moments difficiles, ils peuvent avoir une écoute en fait avec nous, et ils sont pas seuls. On est là pour les accompagner, les soutenir, et voilà quoi. Enfin, c'est important de se sentir compris, et important d'être accompagné, parce que voilà, il faut être accompagné. Parce que c'est quelque chose qu'on n'avait pas projeté, parce qu'on avait idéalisé cette grossesse, mais on pensait jamais, enfin, on n'aurait jamais pensé que ça viendrait, ça finirait comme ça, quoi. On connaît les fausses couches, on sait que malheureusement ça arrive quand même assez fréquemment, mais celle-ci, non, enfin, voilà, c'est impensable, quoi. C'est impensable. En effet, c'est vrai que même moi, je me souviens que j'avais cherché sur Internet et pour dire, et bon, en fait, donc en tant que doula, je pense pas qu'on en avait parlé dans la formation. J'ai pas le souvenir, en tout cas, qu'on en avait parlé dans ma formation. On avait parlé des fausses couches, du deuil périnatal de manière générale. Et je pense pas que ça avait été abordé. Si ça se trouve, oui, mais sûrement de façon très succincte, ou alors ça m'a pas, j'ai pas imprimé. Bon, après, ma formation remonte à 2012, hein, donc ça explique aussi le temps qui passe, voilà. Et je me souviens du coup que quand il y a eu, à un moment donné, sur le groupe Facebook que j'administre de soutien à la fausse couche, j'avais dû voir ce mot passer, grossesse molaire. Et quand je l'ai regardé, quand j'ai regardé sur Google, je dis mais j'ai dû mal taper le mot parce que je ne comprends pas qu'on puisse. Je voyais le mot grossesse puis tumeur. Je dis mais non, j'ai du mal chercher en fait. J'ai pas dû comprendre. Pour te dire à quel point ça m'avait. J'ai trouvé ça vraiment très étrange. Ah, on a eu des réactions sur Instagram. Alors, on a Fanny Wu qui nous dit personnellement, je me suis dit mon corps n'a pas créé la vie. Mais me crée une maladie. Sans cette envie d'enfant et cette volonté d'en avoir un, je n'aurais pas eu cette molle. Et elle continue en disant c'est aussi à nous d'en parler si on s'en sent capable. Je n'hésite pas à raconter mon histoire à mes amis, ma sœur. Je me dis qu'elles pourront aussi
passer le message à leurs amis, etc. Oui, plus on informe, comme tu disais, mieux les gens savent et peuvent en parler autour d'eux. Et elle Voilà. dit que c'est Même une si maladie. ça revient de l'intimité, c'est quand même quelque chose de, voilà, même les choses tristes, quand même, on essaye de dévoiler un peu plus, quand même, de lever les tabous. Et là, ça en fait partie aussi, en fait, d'en parler. Et voilà. Et malheureusement, ça n'arrive pas qu'aux autres, en fait, finalement. Donc, voilà, Ouais, c'est faut toujours ça, hein, la problématique du deuil périnatal, c'est que oui, c'est vrai qu'on aimerait bien que ça n'arrive qu'aux autres, mais ça n'arrive pas qu'aux autres. on s'y prépare jamais, en fait, finalement, on n'a pas envie de s'y préparer, ça, c'est tout à fait normal, quoi. Mais du coup, si on est informé, voilà, on aura quand même quelques clés, quelques notions et des informations pour peut-être mieux, pas forcément accepter parce que c'est tellement compliqué, mais pour mieux avancer et cheminer en fait dans notre parcours, quoi. Voilà, je pense. Et aussi, en fait, de toute façon, voilà, c'est un gros travail que qu'on fait entre nous, entre personnes ayant vécu ces maladies-là, même avec les professionnels, finalement, on échange et tu vois, du coup, vu que c'est très rare et qu'ils voient très peu de monde en fait dans leur pratique qui ont ces pathologies-là, et du coup, voilà, ça leur met la maladie sur le devant de la scène, malheureusement, grâce à nos parcours, mais grâce à toi, je sais pas, mais du coup, voilà, après, peut-être une forme d'autres personnes, et puis, voilà, au fur et à mesure, comme ça, enfin, voilà, de toute façon, il faut en parler, quoi, voilà, parce que vraiment, c'est compliqué. Il y a besoin d'avoir des mots avant de vivre les choses, je pense. Les choses dures. Du coup, est-ce que tu veux rajouter autre chose sur ce non, sujet? peut-être sinon, je vais faire un point vite fait quand même, du coup, sur toutes les maladies trophoblastiques, parce que là, on parle vraiment de la grossesse molaire, donc la grossesse molaire, c'est vraiment la grossesse issue de grossesse, quoi. La grossesse molaire, c'est le mol idatiforme. Mol idatiforme complète et mol idatiforme partielle, mais dans les maladies trophoblastiques, il y a aussi ces molles complètes qui peuvent devenir molles invasives ou après choriocarcinome. Mais aussi ces choriocarcinomes ou ces tumeurs trophoblastiques peuvent venir aussi après une fausse couche ou après un accouchement, en fait. Et ça, on ne le sait pas non plus. D'accord. Donc en fait, voilà. Donc, ça, ce sont des maladies qui sont déclarées or à un autre moment qu'un début de grossesse, en fait. C'est ça que tu veux dire. C'est ça. Donc, la grossesse molaire, c'est vraiment bénin. Ouais. Donc, c'est l'hémolyse idatiforme complète et partielle. Voilà, grossesse molaire, c'est bénin. Après, les tumeurs trophoblastiques, c'est malin. Et donc, c'est ce qui passe peut-être durant la grossesse, mais qui peut se passer aussi après soit une fausse couche, une aspiration, ou soit après un accouchement. Donc, les femmes, parfois, après un accouchement, quelques mois après, ou là, elles se sentent pas bien, ont des douleurs, elles ont des saignements intenses, les HCG remontent, enfin, il y a des petites choses qui font que, voilà, on va vérifier, et puis, la biopsie échographie plus après, ils font des biopsies qui, ça montre vraiment le type de tumeur trophoblastique que c'est, et donc, ces tumeurs trophoblastiques-là, elles se guérissent grâce à un traitement adapté, en fait. D'accord. Ok. Voilà, donc grâce à un traitement adapté, il y a quand même plus de 98% des femmes qui sont guéries, quoi, de ces tumeurs. D'accord. Donc c'est vrai, ça reste. Le cancer du placenta, donc c'est le choriocarcinome, c'est le cancer du placenta. Mais il y a d'autres tumeurs trophoblastiques aussi. C'est assez différent, mais ça, je ne suis pas médecin pour en parler, mais voilà, c'est donc il y a une surprise de bêta-HCG aussi après, mais ces femmes passent par de la chimiothérapie pour tuer les cellules cancéreuses et enlever les tissus qui restent.
D'accord. Voilà. La surveillance, elle est différente, elle est beaucoup plus longue aussi. Après l'activation. D'accord. Ça dure de 1 an de surveillance ou 18 mois, ça dépend des protocoles de chimiothérapie aussi, parce que on peut avoir un petit protocole, petit, comme un plus lourd protocole, en fait, ça dépend si la tumeur, comment elle répond aussi à la première chimiothérapie. Très bien. Voilà, donc ce que je peux dire des maladies trophoplastiques, de la grossesse molaire. Est-ce que vous avez des questions? Je ne sais pas. Il n'y a pas eu beaucoup de questions, mais en même temps, je pense qu'on est sur des tranches horaires où les gens travaillent, donc il n'y a pas forcément beaucoup d'interactions. Bon, mais en tout cas, mais déjà, c'est déjà pas mal. Parce que c'est pas facile d'expliquer. Je pense que vraiment, tu as été clair, en effet, sur voilà l'origine, mais de par ton expérience, ce que tu as expliqué, et tu as expliqué voilà que il pouvait y avoir beaucoup de douleurs, enfin que par rapport aux symptômes, si j'ai bien compris, toi, tu as eu beaucoup de douleurs, des bêta-HCG qui montent pas forcément, mais c'est pas, mais je sais que chaque fois que tu le dis, d'une femme à l'autre, ça change. On peut faire un point sur les symptômes, en fait. Mais en fait, les symptômes sont différents d'une femme à l'autre, mais généralement, les symptômes d'une grossesse molaire, ça peut les nausées, ça peut être les vomissements, ça peut être un saignement, des saignements assez intenses, des malaises, ça peut une hypertension, et aussi le ventre qui prend un peu trop d'ampleur aussi. Ça peut être un signe. Oui, mais ça reste très. Ça peut arriver à des qui s'élèvent anormalement haut, parce que normalement, les bêta-HCG sont extrêmement élevés, en fait, lors de grossesse molaire. Ça peut avoisiner les 2 millions, enfin, même plus, parfois. D'accord, ok. Après aussi, les symptômes exagérés de la grossesse. Qu'est-ce qui fait élever les bêta-HCG, c'est le placenta. Donc, plus le placenta se développe, plus les bêta-HCG vont augmenter, en fait. D'accord. Et quel conseil tu donnerais à une personne à qui on annonce, une femme à qui on annonce qu'elle, tu vois, qu'elle est enceinte d'une grossesse molaire, et qu'est-ce que tu dirais à une personne qui traverse ça? À ne pas rester toute seule, et maintenant, il existe l'association, des groupes, et de pouvoir parler, ça fait du bien, et parler avec des gens qui nous comprennent, en fait, qui peuvent nous comprendre. Après, de parler aussi avec mon entourage, tout ça, mais il faut se sentir aussi pour que la personne puisse comprendre de toute façon si la personne elle est capable de t'entendre dans ta tristesse, dans les mots que tu vas prononcer, tout ça, parce que c'est pas simple, hein, c'est un deuil, c'est un deuil périnatal, même si certaines on n'a pas porté, on n'a pas eu embryon, on n'a pas eu de fœtus, on n'a pas eu de bébé, c'est quand même le désir d'avoir un enfant à la base, généralement, la majorité des personnes, c'est quand même ce désir-là, parce que normalement, même une femme, normalement, quand les gamètes se rencontrent, ça devrait évoluer normalement, et puis former le bébé, voilà. On rêve tant, et finalement on n'a pas ça, donc c'est vrai que c'est dur de trouver aussi quand t'as une molle complète, parce que t'as pas d'embryon, et on t'annonce que en fait c'est juste cette grappe de raisin, et c'est que du placenta, et que voilà, mais c'est quand même à la base un désir en fait de couple normalement, donc ça reste la problématique de faire le deuil de cet avenir qu'on a désiré et qu'on n'aura pas, quoi. Oui, voilà. Donc après de parler, tu vas mettre le après, mais c'est important de parler, de poser des questions, alors même de regarder aussi les interactions entre les filles, ça peut aider aussi à regarder des témoignages. Voilà. Donc, ça va être des moments difficiles à passer, mais vous allez réussir à les passer. Parce que après toute cette surveillance,
c'est ça, ça va être compliqué, c'est pas ce qu'on a voulu, c'est pas ce qu'on avait désiré, c'est pas ce qu'on avait espéré. Encore moins encore une surveillance particulière avec toutes les prises de sang, tout ça. Ça, franchement, on n'y pense pas non plus, quoi. C'est quand même, voilà, toutes les semaines retourner au laboratoire, et puis avoir les questions de celle qui fait la prise de sang. Ah non, vous êtes enceinte c'était quand la date de votre dernière règle? Non. Alors, hop, tu recommences à dire, mais non, je fais une surveillance de tes croissances, parce que j'ai une grossesse solaire, parfois, elles sont pas forcément informées non plus de ce que c'est une grossesse solaire. Là aussi, nous, on est amenés à informer les gens aussi de ce qu'on est en train de vivre. Voilà. D'où l'intérêt d'être soutenu dans ces moments-là, parce que ça peut vite être un sujet pesant et comment dire, on trouve pas beaucoup. On a souvent des interactions avec des personnes du monde médical, mais du coup pas dans le bon sens, quoi, tu vois. Alors on a un autre mot de Julia Kayser, photographe. On en perd beaucoup en route. Je pense qu'elle parle du soutien autour de soi. Tout le monde ne peut pas entendre notre triste histoire. Elle met triste avec des guillemets, mais heureusement d'autres se révèlent, pardon. Donc oui, bah ça c'est. Il faut trouver les bonnes personnes. On a toujours des personnes bienveillantes à notre équipe autour de nous. Voilà, il faut aller vers des personnes qui nous font du bien aussi. Nous aussi, on a confiance en ces personnes-là. Pouvoir se confier, en fait, voilà. Vous avez le droit d'être triste et puis c'est tout à fait normal. Vous avez le droit d'être en colère et franchement, c'est tout à fait normal. C'est pas quelque chose de banal. Forcément, on est en colère parce que on n'était pas prévenu, quoi. Tout simplement. Hein. Nous, ce qu'on voulait, c'est juste un enfant. On voulait un enfant fait avec amour. Et finalement, du coup, voilà. Tous ces projets s'arrêtent d'un coup et puis en plus, on t'explique avec des mots médicaux que tu n'as jamais entendu parler, avec cette angoisse que tu peux passer jusqu'au bout, cette angoisse donc ça peut devenir malade, ça peut revenir sur une prochaine grossesse. Voilà, il faut aller vers des groupes, regarder des témoignages, ça peut aider, ça donne de l'espoir aussi. Les témoignages, ils donnent de l'espoir parce que quand on témoigne, il y a souvent dans notre parcours, mais à la fin, souvent, on a tourné la page, on a cheminé, on a avancé. Les grossesses molaires, les maladies trophoblastiques, c'est beaucoup de bébés après qui naissent, quoi. Donc, il faut se dire que tout ça va être long, ça va être difficile, c'est sûr. Vous n'êtes pas seul et on est là avec vous, on vous accompagne, on vous soutient. On peut discuter, vous pouvez venir là sur notre page Facebook ou Instagram, poser des questions, raconter votre parcours. Moi, je suis là, vous inquiétez pas, je viens vous répondre, il n'y a pas de souci. Voilà. Après, rejoignez les groupes aussi privés ou sur le forum du site de Lyon. Vous pouvez témoigner et poser des questions. Il y a toujours quelqu'un qui a une oreille attentive et vous. Et voilà, il y a un peu qui a connu ça aussi, malheureusement. En tout cas, faut savoir que même si c'est dur, même si on se sent découragé, le soleil revient toujours. Le soleil revient toujours et après la pluie, avec les arcs-en-ciel. C'est ça, ouais. Et c'est toi qui nous dis, avec ton histoire si particulière, d'avoir vécu 3 fois cette histoire et du coup d'avoir cette particularité d'être obligé de passer par la PMA pour avoir ta petite fille. Donc donc je pense que voilà, c'est un beau message que tu portes et pour achever ce live, je pense que c'est voilà, c'est la meilleure note. C'est dur, mais tout est possible. Il faut continuer d'espérer, d'y croire, de battre et dire on va y arriver, quoi. On continue. Oui, c'est dur, vous allez y arriver, quoi.
Mmh. Bon, mais super, merci du fond du cœur. J'espère que j'ai répondu à... Voilà. J'ai plus, si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir en parler en privé, ou même poser en dessous des... Oui, bien sûr. Voilà. J'essaierai de répondre... Ouais, j'essaierai de répondre au maximum, même si c'est un peu plus technique, après je peux toujours me rapprocher des médecins. J'espère que préciser que tu es en lien assez maintenant, l'association est en lien avec un médecin qui est assez, qui est voilà, vous avez quand même un sacré soutien de ce côté-là. Sur ton groupe privé, il y a eu des lives avec le docteur Beau. Page Facebook, Donc voilà, donc vraiment, voilà, sur 2 sessions, le médecin, le docteur Bob, il est venu sur 2 sessions. Vous pouvez retrouver aussi sur la page Facebook qui a été dans les vidéos, les 2 sessions avec ce docteur-là, où il y a eu des questions qui ont été posées et il a répondu, à ces questions-là. C'est très intéressant aussi et c'était très enrichissant aussi. Important. Mais on est vraiment soutenus par le centre et on les remercie vraiment. Je pense que c'est un travail collaboratif qu'on fait avec eux, mais de faire connaître ces maladies, vraiment, ça prend de l'essor comme ça et que toute femme doit être informée, tout doit être informé. Et puis, tout praticien doit être informé aussi. Voilà. Mais ça passe peut-être plus par les praticiens du coup, parce qu'en effet, voilà, on s'informe pas, on peut pas s'informer de tout ce qui va nous arriver avant une grossesse, mais à un moment donné, si les praticiens ne sont même pas capables, en effet, de te dire ce qui va se passer, et voilà, là, ça, en effet. Heureusement, ils sont quand même informés. Normalement, ils sont formés sur le sujet. Après, c'est vrai que chacun a sa propre sensibilité aussi. C'est vrai, ouais, c'est vrai. Donc voilà, heureusement, donc longue vie à ton asso et merci encore de ce live que je diffuserai du coup sur donc là sur l'IGTV, après sur Instagram. Il sera et là il est prêt, il est sur Facebook, il va s'enregistrer. Je le mettrai sur YouTube également. Comme ça, vraiment, tu pourras même toi réutiliser le lien. Mais si vous voulez en effet partager sur ce sujet-là, voilà, ça vous permettra d'avoir un lien facile à partager. Donc n'hésitez pas. Comme Laure vous a dit, à aller poser des questions, à rejoindre le groupe que tu administres ou ton association si vous vous sentez concerné, que vous avez envie de l'aider. Et puis voilà, partager, juste en parler en fait, hein, comme tu disais, parfois d'en parler aux autres pour que les autres puissent dire après, ah mais attends, mais moi je connais ça en effet et je peux en parler parce que je connais quelqu'un qui l'a vécu. Et voilà, juste déjà ça, si on peut aider comme ça, c'est peu de choses, mais ça fait, je pense, beaucoup. Oui, c'est ça. En tout cas, déjà merci à toi cette fois de nous inviter. Bon. Il nous reste 2 minutes pour nous dire au revoir. Bon, on passe sur nos problèmes techniques à chaque fois quand même parce que c'est vraiment, c'est vraiment, je vous jure, à chaque fois c'est un épisode et toutes les deux c'est excellent. Enfin bref, on se marre bien au moins, c'est déjà ça. Bon Laure, je t'embrasse. Oui, moi aussi. À très vite, merci à toi en tout cas. Merci.